Eugéria, dans sa forme originale, c'est un e-commerce. Plateforme transactionnelle, on a toutes sortes de produits. Il y a des produits qu'on est distributeur de ces produits-là. Il y a des produits qu'on a nous-mêmes à l'interne, qu'on fait nous-mêmes. De fil en aiguille, il y a des CHSLD qui ont commencé à commander de chez nous. Fait que là, des commandes beaucoup plus grosses. Et là, on est vraiment allé chercher la ligne d'affaires B2B en voulant répondre vraiment à des besoins que les gens qui travaillent en CHSLD avaient. Valérie Larochelle, tu es la fondatrice et PDG d'Eugéria, une entreprise qui connaît une forte croissance dans le domaine des solutions pour vieillissement. Depuis sa création en 2017, Eugéria a su se démarquer en proposant des outils et services innovants pour améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs proches. Aujourd'hui, l'entreprise atteint un chiffre d'affaires de 7,5 millions de dollars avec une expansion significative aux États-Unis où elle réalise 60 de ses ventes. Avec une vision ambitieuse et une approche à long terme, tu bâtis une industrie qui n'existait quasiment pas avant. Valérie, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Valérie, je pense que les gens qui vont aller visiter ton site Internet vont davantage comprendre ce que vous faites, mais ça reste qu'il y a beaucoup de lignes d'affaires, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment. Solutions pour le vieillissement, je pense que ça le décrit bien, mais rien de mieux que la fondatrice pour nous expliquer en détail ce que vous faites au quotidien. Oui, au quotidien. Puis en effet, c'est vrai que sur le site web, ça va refléter une partie de nos lignes d'affaires, mais là, il y a beaucoup plus qui sont, beaucoup plus d'innovation, de lignes d'affaires, de nouvelles choses qu'on essaye qui ne seraient pas nécessairement sur notre site web. Mais Eugéria, à la base, c'est une entreprise qui se focus sur le vieillissement, ça c'est certain, mais qui a pris très rapidement une tangente sur les troubles neurocognitifs, donc une expertise sur la maladie d'Alzheimer, les différents types de troubles neurocognitifs, donc les démences comme vasculaires et différentes conditions comme ça. Et dans le fond, depuis le début, on innove autour de ces troubles cognitifs-là avec des produits qui sont non pharmaceutiques, mais qui viennent vraiment améliorer la qualité de vie au quotidien. Et comme la personne âgée, souvent, qui a le trouble neurocognitif, elle est comme soutenue par plusieurs joueurs, donc son proche, ses enfants ou son conjoint, des proches qui l'aiment, des travailleurs de la santé et aussi des milieux de vie, donc des résidences privées pour aînés, des CHSLD. Mais de par cette complexité-là, on a plusieurs canaux de distribution, on a plusieurs lignes d'affaires, puis on vient aider cette personne-là, peu importe son milieu de vie et peu importe le stade de la maladie, parce qu'on a des produits qui vraiment vont du début quand la personne est encore à domicile jusqu'à des produits quand la personne est peut-être en trouble cognitif plus avancé. Et bon, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette catégorie? Parce qu'on l'a mentionné un petit peu en introduction, c'est une catégorie qui globalement existe, mais reste quand même à ses premiers balbutiements. Tu vas être une personne qui, dans cette industrie, tu vas venir défricher un peu ce qui doit être défriché pour faire en sorte que d'autres joueurs, ultimement, soient capables d'entrer dans la même industrie. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller là-dedans? Oui, puis c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des industries autour du vieillissement qui existent un peu plus. Puis on le dit souvent, il y a comme l'industrie des aides techniques à la mobilité, donc des marchettes, des chaises roulantes, des cannes. Il y a une industrie des aides techniques à l'audition, des aides techniques à la vision. Mais des aides techniques à la cognition, c'est pas quelque chose qui existe autant. Puis c'est complexe parce que tu parles à un proche qui essaie d'aider quelqu'un qui l'aime. Tu t'en vas pas directement vers la personne qui va utiliser ton produit. C'est plusieurs acteurs autour. Puis au niveau de mon côté, qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans? En fait, quand on a commencé Eugéria il y a 7 ans, c'est l'industrie qu'on a choisie. Fait que, tu sais, il y a des fondateurs qui disent, chez nous, il m'est arrivé telle affaire, puis là, j'ai pensé à un produit. Puis pour nous, c'est un peu différent. À la fin de la journée, dans ma famille, il y a beaucoup de troubles neurocognitifs. Puis quand j'ai démarré Eugéria, ma grand-mère était diagnostiquée avec une démence vasculaire. Fait que c'est sûr que ça l'a influencé un peu. J'ai pu voir mon père traverser certaines étapes autour du diagnostic de ma grand-mère. Mais si je regarde vraiment là, pourquoi j'ai choisi cette industrie-là, mais surtout pourquoi Eugéria est devenue qu'est-ce que c'était aujourd'hui, c'est beaucoup plus par une démarche presque mathématique, je veux dire. Fait qu'à la fin de la journée, le vieillissement, mathématiquement, ce qui s'en vient, ça fonctionne pas. Puis j'avais vu une statistique comme un médecin sur 6 au Canada allait avoir plus que 65 ans en 2026. 2026, c'est genre demain matin, là. Fait que ça, c'est un ergothérapeute sur 6, un travailleur social sur 6, une infirmière sur 6. Puis là, en plus, tu as un vieillissement de la population qui a besoin de plus de services. Fait que l'équation mathématique ne fonctionne pas du tout. À la fin de la journée, ce que je trouvais parce qu'au début, pour moi, je voulais me lancer en affaires.
Puis quand j'ai regardé j'avais d'autres idées, là, une idée d'un dating app, j'avais une idée pour Ouais. les enfants aussi. Puis là, finalement, le vieillissement, c'est que je trouvais que dans le domaine du vieillissement, il y avait toutes les... C'est comme des must-have versus des nice-to-have. Les must-have étaient même pas faits, alors que dans plein d'autres industries, c'est des nice-to-have. C'est le fun qu'on rajoute un produit de plus, mais des fois, l'industrie fonctionnait quand même bien et tout ça. Là, dans l'industrie du vieillissement, il y a des zones blanches, là, des white space qui sont même pas adressées. C'est vraiment des must-have pour la qualité de vie puis pour notre société dans son ensemble. Fait que pour moi, c'est comme quasiment un problème mathématique ce qui s'en vient. Je me dis, pendant que tout le monde a l'air d'innover ailleurs, si je vais innover en vieillissement, ben, par le fait qu'on est tous connectés dans la société, ben, je vais innover. C'est notre société au complet qui va aller mieux. C'est une ergothérapeute de plus qui va être libérée pour aller aider un enfant ou une personne âgée. Fait que je l'ai vu comme un problème mathématique aussi là, de qu'est-ce qui s'en vient dans ce domaine-là. Intéressant. Et bon, quels sont ces white space, pour reprendre le terme ici, que tu as été capable d'entourer? Parce que je trouve que c'est un sujet qui mérite vraiment réflexion. On n'a qu'à ouvrir les nouvelles et regarder un petit peu différents articles de presse. On se rend compte à quel point que c'est compliqué au Québec d'avoir un système de santé publique qui est capable de répondre aux besoins d'une population vieillissante. Donc, il y a clairement des endroits qu'on n'est pas capable d'adresser avec un service public, avec un système public. Est-ce que tu t'intègres un petit peu dans tout ça? Est-ce que toi, c'est ces enjeux-là également que tu veux essayer de régler sur certains aspects? Comment tu vois le Ouais. tout et quels sont ces white space? Ben, un peu des deux. Tu sais, je dirais que on a quand même des produits qui sont grand public. Fait que quand quelqu'un, un proche, peut-être au début de la maladie ou au début d'un truc cognitif, il y a des produits qui sont très grand public que les gens peuvent acheter directement sur le site web. Puis dans ce cas-là, je vais donner un exemple. On a déjà eu une cliente qui est prof au secondaire, qui a dit, depuis que j'ai votre produit, ben mon père, dans sa journée, ça va beaucoup mieux. Il m'appelle plus 2, 3 fois par jour. Moi, je l'appelle à 5h30. Il a passé une bonne journée. Puis ce produit en particulier, il a beaucoup aidé. C'est notre horloge calendrier. Puis là, j'ai dit à mon équipe, hey, on a aidé une personne âgée, mais on a aidé une prof au secondaire qui Bien a sûr. 30 élèves, qui a un impact sur le reste de la société. Fait qu'il y a une partie qui est, ben justement, là, on est tous connectés, puis ces proches aidants-là, ben ils sont des infirmières, des profs au secondaire, des gens dans toutes nos entreprises québécoises. Là, pour tous les employeurs, là, il y a beaucoup de vos employés en ce moment qui sont proches aidants. Fait qu'il y a un aspect qui est comme ça, qui est peut-être en dehors du système de santé, mais qui est juste d'aider au début là, des troubles cognitifs. Mais après, nous, on s'intègre quand même aussi dans le système de santé parce que certains de nos produits regardent vraiment des comportements qui sont associés aux troubles cognitifs, dont en CHSLD et en résidence privée pour aînés. Et là, dans ces contextes-là, on vient vraiment alléger le fardeau de l'équipe de soins. Puis par ces produits-là, on les aide à offrir un meilleur service puis une meilleure qualité de vie. Là. Et bon, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de ces différentes lignes de service-là, parce que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui au niveau business, et j'avais une discussion avec toi littéralement la semaine dernière, je trouvais ça assez intéressant parce que vous êtes dans le produit physique, donc littéralement, on peut acheter des produits sur votre site Internet, mais vous êtes dans d'autres catégories également. Vous êtes littéralement dans du B2B, dans du B2C. Euh, Comment tu arrives à, bien entendu, faire croître ton entreprise, garder un focus, puis en étant dans autant de lignes d'affaires? Et peut-être que je prendrai un point de recul. Peut-être parle-nous avant de toutes ces lignes d'affaires et ensuite on regardera comment tu gardes le focus. Ouais, très bonne question parce que c'est vrai qu'en entrepreneuriat, tu te fais souvent dire éparpille-toi pas, une ligne Oui. d'affaires, fais-la vraiment bien, va deep dans cette ligne d'affaires-là. Puis nous, on a comme pas fait ça, tout à fait. Mais c'est tout le temps arrivé de manière organique. Fait que je vais pouvoir l'expliquer comme à travers les années parce que, en fait, c'est les gens qui ont tiré sur nous. Fait que quand tantôt tu disais, tu sais, le white space, c'est que, ben, il y a des secteurs, des segments qui sont venus nous chercher quasiment pour qu'on aille dans ce secteur, ce segment-là. Fait que Eugéria, dans sa forme originale, c'est un e-commerce. Fait que ça, on tourne 2017. Plateforme transactionnelle, on a toutes sortes de produits. Il y a des produits qu'on est distributeurs de ces produits-là. Il y a des produits qu'on a nous-mêmes à l'interne puis qu'on fait nous-mêmes. Et là, on a vraiment une plateforme e-com. Fait que ça, c'est Eugéria dans sa forme originale. Puis le e-com est encore là, États-Unis, Canada. De fil en aiguille, il y a des CHSLD qui ont commencé à commander de chez nous. Fait que là, admettons, on avait des chats robotisés qui aident vraiment pour l'isolement social. Puis là, ben, au lieu d'être un chat, c'était 20 chats à la fois, 50 chats. Fait que là, des commandes beaucoup plus grosses. Puis là, on se rendait compte, OK, il y a une demande en CHSLD. Et là, dans cette ligne d'affaires-là, qui devient notre ligne d'affaires B2B, on est allé chercher des produits, entre autres en exclusivité, des produits qui viennent des Pays-Bas, de l'Angleterre,
On a quelques produits français puis des États-Unis. Et là, on est vraiment allé chercher la ligne d'affaires B2B en voulant répondre vraiment à des besoins que les gens qui travaillent en CHSLD avaient. Le core de qu'est-ce qu'on fait, par exemple, ça reste technologie, ça reste innovation. C'est vraiment ces produits-là qu'on va chercher. Fait qu'on n'est pas allé dans justement des marchettes, des consommables qui étaient déjà, qui avaient déjà des distributeurs pour ça. On est allé vraiment dans des produits qui demandent de l'amour. Donc, on a des démos à faire, on a de l'éducation à faire pour comprendre la maladie, puis on a des formations à faire pour s'assurer que les gens l'utilisent. Fait que ça, c'est notre ligne d'affaires B2B. Et finalement, de fil en aiguille, on se fait souvent demander des produits qui n'existent pas. Et là, on est allé développer une nouvelle ligne d'affaires, notre troisième ligne d'affaires qui s'appelle IDEM. IDEM, en latin, ça veut dire la même chose, mais ça veut dire aussi pour nous innovation pour la démence, donc Innovation for Dementia. Et là, dans IDEM, on s'est donné un bras vraiment R&D pour aller développer des nouveaux produits et B2C qu'on va pouvoir distribuer à travers notre e-com et B2B qu'on va être capable de distribuer à travers notre force de vente B2B. Et là, on a vraiment ces trois lignes d'affaires-là en parallèle qui sont en train de grandir. Puis pour répondre à ta question, comment garder le focus? Parce que on se les fait demander souvent, là, pourquoi vous n'êtes pas juste un distributeur? Pourquoi vous n'êtes pas juste un produit? Mais la vérité, c'est que comme notre industrie n'existe pas, et on a plein de bons produits qu'on a développés, mais personne pour les distribuer, on n'est pas plus avancé. Puis si on distribue, puis il n'y a pas assez de nouveaux produits qui arrivent sur le marché, comme distributeur, à un moment donné, on n'aura plus rien à distribuer. Fait qu'on a comme pris une décision stratégique pour nous de faire les deux en parallèle et donc de distribuer ce qui existe un peu partout à travers le monde et de faire nous-mêmes nos propres produits, puis d'avoir différents canaux de distribution pour les deux. Parce que c'est ça. De ce que j'entends, c'est qu'à la fin de la journée, au départ, ces différentes lignes d'affaires-là, c'est quasiment plus des lignes de distribution qui sont différentes. C'est-à-dire que les produits sont similaires, mais la manière qu'on vient s'adresser à la clientèle est différente. Mais là, littéralement, par contre, là, vous attaquez à une ligne totalement différente de produits avec l'innovation. Parce que dans ma compréhension, et c'est un endroit que j'aimerais peut-être ouvrir avec toi, une discussion que j'aimerais ouvrir avec toi, j'avais vraiment l'impression que vous étiez davantage quasiment une firme très qui a énormément de connaissances dans le vieillissement et qui est capable, bien entendu, d'acheter en gros les produits et de faire la distribution de ces produits-là avec votre connaissance, votre compréhension. Mais là, vous changez un petit peu en allant développer vos propres produits. Quel type d'équipe tu dois bâtir à ce niveau-là? Parce que toi, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, tu es davantage l'entrepreneur, celle qui va amener l'organisation plus loin. Mais là, si tu embarques dans une dynamique d'innovation, ton équipe change et tu ne peux pas avoir les mêmes personnes à l'interne, là. Exactement. En fait, c'est d'avoir des personnes dans les différentes lignes d'affaires. Fait que, tu sais, on a comme trois grandes forces. On a une force de comprendre les troubles neurocognitifs, de comprendre cette maladie-là. Mon cofondateur est médecin gériatre. Donc, on a une certaine expertise médicale. On a des gens qui sont psychologie. On a déjà eu des travailleurs, des ergothérapeutes qui ont travaillé chez nous ou physiothérapeutes. Fait qu'on comprend bien les troubles neurocognitifs. Notre deuxième expertise, c'est de bien comprendre notre client. Puis ça, dans la partie distribution, là, c'est vraiment important de comprendre les challenges en CHSLD, les barrières à l'entrée, les barrières à la gestion du changement, de comprendre le proche aidant dans sa vie de tous les jours. Je vais donner un exemple sur ça. Au début, tout le monde nous disait de ne pas prendre d'inventaire. Hey non, mais tu sais, prenez pas d'inventaire, faites un 3PL, juste quelqu'un qui va shipper pour vous. Mais à la fin, si on veut aider le proche aidant, cette personne-là, là, puis j'en ai dans mon entourage, là, qui est débordée dans sa vie de tous les jours, si elle commande chez Eugéria, puis ça arrive par trois paquets différents avec 3 tracking numbers, puis que si elle nous appelle au service à la clientèle, on n'est pas capable de dire à quel moment c'est parti ou tout ça, ou venir nous voir en boutique, on n'a pas aidé cette personne-là autant qu'on aurait pu. Fait que on comprend tellement bien, je pense, notre client, puis c'est qu'est-ce que cette personne-là vit dans sa vie de tous les jours, que ça, c'est notre deuxième force. Puis là, tu as raison, c'est de bâtir des produits, on bâtit des bons produits. Là, notre premier produit qu'on a commercialisé, c'est vraiment un succès en ce moment. On a de la croissance à 3x sur ce produit-là. Mais c'est venu de nos deux premières choses. Fait que, parce qu'on comprend bien la maladie, puis parce qu'on comprend bien le client, on comprend bien qu'est-ce qui manque, puis qu'est-ce que ça pourrait être. Puis là, c'est d'aller chercher l'équipe technique pour le faire. Mais nous, on se rend compte dans Eugéria depuis le début, c'est que pour faire un bon produit en troubles neurocognitifs, c'est pas tant la technologie qui est difficile. Souvent, c'est le design de cette technologie-là qui est difficile. C'est de comment tu vas parler à un cerveau qui réfléchit pas de la même façon. Puis après, tu rajouteras un senseur. Puis après, tu rajouteras de l'intelligence artificielle ou de la technologie un peu plus poussée. T'sais. Ta question est bonne.
c'est sûr que là, on a développé cette équipe-là de tech. Fait qu'on est allé chercher David Bordelot, qui était chez Heyday, qui est notre chef produit, chef des technologies. On a une équipe de dev qui travaille là-dessus. Mais je dirais que la partie design, comment on y réfléchit, quelle couleur on choisit, puis dans quelle font ça va être, puis c'est quoi la séquence des rappels qu'on va faire à quelqu'un qui a un trouble neurocognitif, et tout aussi important que la technologie qu'on va utiliser, parce que c'est ça qui fait que c'est difficile de faire du design puis de faire des produits pour le trouble neurocognitif. Et bon, là, tu as parlé de croissance à triple X pour un de vos produits que vous avez lancé. On parlait un petit peu plus tôt, vous avez une croissance à 60% année après année, 7,5 millions de chiffre d'affaires. L'organisation est en affaires depuis 2017. Les choses vont bien, les choses vont vite pour vous. On la prend où, cette croissance-là? Je peux croire que vous avez des bons produits, mais j'en parlais littéralement dans un article que j'ai fait dans le journal Les Affaires récemment, de dire le bouche-à-oreille n'est pas une stratégie marketing. J'imagine que ça vous aide, mais ça ne peut pas être que ça. Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu sais, puis l'autre chose aussi, c'est, je veux juste le dire parce que des fois, quand on écoute des podcasts comme ça, là, on a l'impression que notre entreprise va moins bien que les autres entreprises. Là. Souvent, il y a comme un point A puis un point B, mais entre les 2 points, c'est jamais linéaire. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ah non, c'est du up et down. Puis tu sais, nous, on a de la saisonnalité, on a des budgets CAPEX, des fois que les gens mettent dans le CAPEX. C'est pas tous les mois pareil. Là. Fait que ça, je veux juste le dire. Mais dans les stratégies qui ont fonctionné en B2B pour nous, parce que là, on est rentré aux États-Unis il y a 2 ans, mais c'est une industrie de relations dans notre cas. Fait que oui, il y a du bouche à oreille, mais c'est aussi de toi être présent. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, pour rentrer dans le marché américain, 3 conseils. Be clear, be patient, be here. OK? Fait que sois clair sur qui va être ton client, qu'est-ce que tu veux achieve dans le marché américain, parce que c'est tellement grand, le marché américain, tu sais, d'aller en Californie, d'aller dans le nord-est des États-Unis, vraiment différent. Fait que sois clair, sois patient, fait que ça prend du temps. Ce que je trouve le plus excitant d'être en affaires depuis 6 ans, c'est quand quelque chose arrive, puis c'est comme, ouais, ça, c'est un deal d'il y a 3 ans. Ah ouais, ça, c'est un deal, on a fait la démo il y a 2 ans et demi. Puis là, t'es comme, wow, fait que tout ce que je suis en train de faire cette année, là, dans 2 ans, là, notre cycle de vente, c'est pas 2 ans, mais des fois, ça arrive que des choses prennent plus de temps. Puis là, tu te rends compte, hey, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans une conférence. Puis là, finalement, notre nouveau produit, ça fait vraiment bien avec lui. Puis tout ça, c'est exponentiel le moment donné. Fait que dans notre cas à nous, ben c'est ça, le be patient, c'est important. Mais après ça, le be here. Ça, c'est le plus gros conseil que j'ai reçu, c'est d'être présente aux États-Unis. Puis, j'ai souvent eu la conversation avec d'autres entrepreneurs autour de moi. Tu sais, hey, tu voyages ben trop. Voyons donc. Tu sais, moi aussi, je suis dans le marché américain, mais je voyage pas comme toi, tu sais. Mais à la fin, là, le be here, puis on a même déjà pensé à ce que j'aille m'installer là-bas, puis probablement que l'été prochain, je vais aller m'installer pendant 2 mois et demi, puisqu'on ouvrirait notre warehouse américain l'été prochain. Mais d'être là, c'est le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Ouais. Parce que les Américains, ils veulent savoir t'es qui, c'est qui derrière l'entreprise. Qu'on ait le Canadien de Montréal là, en hockey, c'est la meilleure chose qui nous est pas arrivée à Montréal parce que tout le monde connaît Montréal parce qu'on a une équipe de hockey puis on a une équipe de sport. Oh, wow. C'est vraiment, c'est ça, c'est important d'être physiquement sur le terrain. Puis pour nous, ben, c'est passé par des conférences, des démos en personne. On se déplace. Si j'ai un client qui veut me voir en Albanie, ben, c'est à 3 heures de tour. Je prends mon auto, je vais en Albanie. Tu sais, c'est ça. Fait que pour nous, c'est beaucoup passé par le être présent. Les conférences sont très nombreuses dans notre domaine. C'est des bonnes conférences. Il y a du bon contenu. Les gens y participent. Fait qu'on a moins eu une approche traditionnelle, marketing, tout ça. Puis même, je dirais, au niveau de notre e-com, on n'a pas un play e-com traditionnel parce que dans notre cas à nous, ben c'est ça, on a des travailleurs de la santé qui rencontrent des dizaines de familles par semaine. Si eux ont bien compris nos produits, on n'a pas besoin nécessairement d'aller le compétitionner sur les mots-clés qui coûtent des fois très cher. Ou même que des fois, les gens, dans notre cas à nous, ils savent même pas quoi googler. Comment tu peux écrire sur Google quelque chose que tu sais pas qui existe, tu sais? Fait que dans notre cas à nous, c'est un peu différent de la façon qu'on fait la partie marketing, mais c'est pas facile, là, je veux dire, d'être connu dans une industrie qui est pas connue, sur des besoins que les gens savent pas que quelque chose existe. Je veux dire, on a encore beaucoup de travail à faire, puis la partie de notoriété, c'est sûr que dans les prochains comme 5 ans, c'est quelque chose qu'on va travailler. Là. Intéressant. Et bon, le marché américain, on n'a pas le choix d'y être? On n'a pas le choix de l'intégrer si on veut faire de la croissance? À quel point c'est primordial dans une stratégie pour une organisation comme Egeria? Mais pour Egeria, primordial, parce qu'à la fin, on est une niche. Fait que, tu sais, on aurait pu rester une petite boutique Québec très niche et tout ça, puis on aurait eu de l'impact dans la vie des gens. Mais dans notre cas, à nous, comme c'est assez niche, je pense que c'est important. Puis je vais aller plus loin que les États-Unis. Là, on regarde les autres marchés en ce moment.
On a de la demande organique qui nous vient de l'Australie. On a de la demande organique qui vient de d'autres géographies. Et donc, point, c'est ça. Je dirais que surtout si t'es niche, d'aller dans d'autres géographies est assez important. On aurait peut-être pu décider de dire, OK, au lieu de faire juste troubles neurocognitifs, on va aller dans d'autres segments de la cognition, puis là, on va rester Québec. Mais il aurait fallu, si on voulait continuer d'avoir de la croissance aussi, puis dans notre cas, à nous, la croissance, c'est de l'impact. Là. Ça, c'est la chose la plus fun dans une entreprise d'impact, là, c'est que chaque dollar de plus, c'est aussi des gens qui peuvent aider. Mais si on voulait avoir plus d'impact, d'aller dans d'autres géographies. Et c'est que l'espace blanc était disponible dans d'autres géographies. Dans notre cas, nous, on n'est pas obligé d'aller essayer de déloger la personne qui est là. Il y en a pas. Il y en a pas des gens qui font qu'est-ce qu'on fait puis qui le comprennent si bien. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pas un des problèmes que beaucoup d'entrepreneurs au Québec qui sont bien au Québec, qui restent au Québec, qui essaient pas d'aller voir plus loin? Mais ça dépend qu'est-ce que la personne veut dans sa vie parce que ça vient avec beaucoup de sacrifices, là. Je veux dire, là, dans ma routine familiale, en ce moment, j'essaie que certains voyages, ce soit juste une nuit, comme la semaine prochaine, je vais en Ontario, mais c'est juste une nuit. J'ai 2 jeunes enfants, là. Fait que ça vient avec beaucoup de sacrifices. Fait que c'est correct aussi de pas vouloir ça. Parce que je pense qu'il est dangereux, c'est de vouloir la croissance internationale, mais de dire, ça sera pas à moi de voyager. Mais non, je vais avoir un directeur des ventes, c'est lui qui va faire ça. Mais la vérité, c'est qu'au début, c'est pas ça qui va arriver. Puis même quand tu scales, j'avais lu un exemple de Bill Gates qui s'était déplacé genre en Europe pour un deal important, mais sa compagnie était déjà des milliards de dollars ou multimillions, là. Puis c'était quand même déplacé. Puis comme ça, je pense que c'est ma plus grande réalisation, c'est qu'à chaque fois que j'engage un vendeur de plus, un directeur des ventes de plus, je fais pas moins de ventes. C'est juste que mon temps est utilisé à des endroits différents. Fait que là, on va dans des conférences qui coûtent plus cher, ou est-ce qu'il y a plus de CEO? C'est moi qui vais dans ces conférences-là. Je suis impliquée plus dans les deals quand c'est des sièges sociaux, mais on a plus de deals de sièges sociaux qu'on en avait avant. Fait qu'à la fin, c'est ça. Moi, je dirais que c'est correct de pas vouloir la croissance aux États-Unis, puis il y a de la belle croissance au Québec dans le marché canadien. Mais c'est que si c'est ça que l'entrepreneur veut, ça vient quand même avec, je pense, des voyages. Puis je pense pas qu'on s'en sort de ce côté-là. J'aimerais parler un petit peu de financement avec toi. Vous avez un financement un peu atypique de votre côté. On s'entend, il y a beaucoup de gens vous avez besoin de beaucoup de gens pour bâtir vos nouvelles solutions. Vous avez de l'inventaire à acheter. Bref, il y a des investissements qui viennent avec ce que vous faites. Mais tu t'y es pris de manière un petit peu différente. Peut-être que tu pourrais nous expliquer comment que vous approchez le financement de votre côté chez Egeria. Egeria, au début, c'était vraiment bootstrap. Fait que c'est notre argent, en fait, qu'on a mis dans Egeria. Donc, on a mis certaines sommes d'argent, on s'est pas payé, là, l'affaire de pas se payer dès le début, c'était clairement vrai pour nous. Puis ensuite, on a quand même fait quelques rencontres, admettons, pour se faire financer de manière traditionnelle, mais on n'a pas eu des oui très clairs. Puis surtout dans notre cas à nous, comme on avait déjà quelque chose à vendre, mais c'est à chaque fois qu'on se faisait dire non en financement, j'étais comme pas de problème, je vais aller faire une vente. Puis à chaque fois que ça devenait comme un petit peu, justement, tu sais, il y en a qui disent faut que tu pitches 100 fois pour te faire dire oui une fois. Ben moi, si je fais 100 pitch clients, là, j'ai 60 ventes. Fait que je suis mis dans 60 ventes ou une personne qui me finance pour qu'après j'aille faire mes 60 ventes. Tu sais. Fait que j'ai pas eu beaucoup de patience si, admettons, on se faisait plus dire non au début. Puis dans le cas, nous, en plus, comme il y a l'impact social, c'est qu'à la fin, on a financé avec des rondes famille, amis. Tu sais, ils disent des fois FFF, là, Friend, Family and Fool. Mais moi, je dirais que c'est Friend, Family and Funder. Puis même employés. Fait qu'on a des employés qui ont mis de l'argent dans nos rondes d'investissement. On a les fondateurs qui ont remis à chaque ronde. Puis on a fait 2 rondes, le famille-amis. Mais dans chacune des 2 rondes, moi, j'ai remis une certaine somme d'argent. Et ensuite, ça a été des amis et familles, souvent qui ont un proche qui est atteint d'un trouble neurocognitif. Beaucoup des entrepreneurs, sinon tech ou à succès, là, que justement, qui ont été capables de traverser la frontière et tout ça. Puis c'est de cette façon-là qu'on s'est financé jusqu'à maintenant. On a eu des années profitables, on a des mois profitables. Puis après ça, c'est tout le temps, dans notre cas à nous, une question d'à quel point on est en train d'investir dans l'avenir versus essayer d'atteindre une profitabilité maintenant. Fait que c'est de cette façon qu'on l'a fait. On a eu des prêts, le prêt traditionnel, la BDC, qu'on a d'ailleurs vraiment bien commencé à rembourser. Fait que là, on pourrait regarder à peut-être prendre plus de prêts. Puis après ça, on a une marge de crédit. Je dirais que le challenge qui est quand même arrivé, c'est rentrer dans le marché américain. On n'a pas de facilité de crédit aux États-Unis. Là. Puis là, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Parce que là, à la fin, ça devient problématique. Quand tu as des employés américains, il faut que tu laisses tout le temps de l'argent dans ta compagnie américaine. Mais là, en plus, tu as de l'inventaire, tu as des recevables, tu as ta marge de crédit. T'sais. Fait que là, ça, c'est
à la fin, ça servait à rien de se casser trop la tête là-dessus il y a 2 ans. On rentrait dans le marché. Et là, maintenant que c'est 60% de notre chiffre d'affaires, qu'on est à plus que 3 millions aux États-Unis de chiffre d'affaires, ben, avoir une marge de crédit américaine, ça serait peut-être pas trop, là. Fait que là, on est dans ces étapes-là en ce moment, là, d'aller voir un peu qu'est-ce qu'on a besoin pour bien gérer au jour le jour, là, l'entreprise. Mais ça a été comme ça jusqu'à maintenant pour nous sur le financement. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadienne avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Tu parlais que tu fais beaucoup de développement. Ton rôle au quotidien, ça ressemble à quoi? Parce que je serais curieux vraiment d'en savoir un petit peu plus sur ton rôle, lui, du cofondateur. Comment vous êtes capable de bien structurer le carré de sable de l'un et de l'autre pour s'assurer qu'on utilise la bonne vieille stratégie de on se divise et on conquérit. En anglais, ça se dit mieux, divide and conquer. Qui fait quoi et comment vous êtes capable de bien gérer votre temps au quotidien? Oui, bien, tu sais, je dirais le cofondateur qui est plus expert médical, il n'est pas avec nous tous les jours, là. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment plus, c'est justement ça, un expert médical qui vient nous donner, tu sais, avec qui on peut réfléchir, puis on peut réfléchir à notre impact puis aux aspects de la maladie. Mais dans le jour, là, je dirais que j'ai Marianne qui m'a vraiment aidé à bâtir l'entreprise. Puis Marianne, elle a fait beaucoup la partie comme marketing vente, en fait, depuis le début. Puis là, on vient de justement se diviser un peu là, avec David qui vient prendre produits, technologie. Puis là, on a quelqu'un qu'on a mis dans un rôle qui est plus, elle s'appelle Camille, plus au niveau de toutes les fonctions, opérations, finances, légales, HR, IT, comme toute la partie là, faire rouler l'entreprise au quotidien. On s'est un peu séparé ça comme ça. Moi, à la fin, bon, c'est une journée typique, il y en a pas tant, on dirait, là. Parce que ça dépend aussi de la saisonnalité. Les grandes saisons de voyage, c'est de septembre à début décembre, puis c'est de février à juin. Mais après ça, il y a quand même 2 mois en été, puis 1 mois et demi à Noël, qu'il y a vraiment beaucoup moins de voyagement. Là, en ce moment, je suis dans la période la plus occupée au niveau du voyagement. Ben, quand c'est ça, là, je dirais que ma vie se compose de des présences mettons, à la conférence, des démos, des soupers d'affaires, des déjeuners d'affaires, puis après ça, 2-3 meetings, du temps dans l'avion. Dans le fond, j'utilise énormément mon temps dans l'avion. Là, c'est là que souvent j'ai soit les meilleures idées, que je lis quelque chose, que je valide des choses avec mon équipe. Comme c'est atypique, c'est des journées très remplies. Mais je dirais qu'est-ce qui a peut-être changé le plus à travers l'évolution, c'est que là, j'ai presque plus de temps devant mon ordinateur. Puis je veux comme le dire aussi, parce que des fois, les gens, si les gens m'écrivent tout ça, puis des fois, je me sens bien mal parce que justement, je pense à répondre, mais là, je suis en train de conduire. C'est quand je suis à Montréal, ben je suis une maman. Pour ça, je suis pris dans le trafic. Je suis une CEO, je suis pris dans le trafic, je suis une maman. Fait que genre, le temps, genre, devant mon ordi, il est presque inexistant. Oh, wow. Puis quand je voyage, ben là, je suis un peu plus devant mon ordi parce que j'ai cette période-là comme dans l'avion à l'aéroport.
Mais après ça, une fois que tu arrives à la conférence, tu étends la conférence, hey, tu veux-tu aller prendre un petit café? Hey, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Puis même aussi, dans mon rôle, je veux dire, je veux donner de l'amour à mes employés. Fait que quand je vais dans ces conférences-là, là, ben, j'ai tous mes vendeurs américains que j'ai pas vus depuis peut-être 1 mois, 2 mois. Là, je veux passer du temps avec eux, développement de carrière, comment ça se passe, où est-ce que tu veux aller dans l'entreprise, etc. J'ai mes fournisseurs, j'ai mes clients. Tu sais, Ouais. fait qu'à la fin, c'est beaucoup en ce moment dans le relationnel. Et ces périodes-là, comme dans l'avion, que là, ça devient comme plus stratégique, préparer mon document pour le board, etc. Mais je dirais que qu'est-ce qui a le plus changé, c'est le temps que j'ai devant mon ordi. Ça a vraiment, vraiment diminué. Et bon, dis-moi, tout doit se faire en face à face. Pour le développement, pour les ventes? Ben, je dirais beaucoup, dans notre cas, nous, en plus, on a des produits physiques. Fait que genre, tu Ben peux oui. bien montrer une vidéo où est-ce que la personne qui a la maladie d'Alzheimer réagit bien. Moi, on me montrerait ça, puis je penserais à ma grand-mère, puis je me dirais, hey, ça va être tough Ben que ma oui. grand-mère elle réagisse bien là-dessus, tu sais, sur ce produit-là, tu sais. Fait qu'il y a quand même Et tout comme se fait dans la démonstration, beaucoup, il y a j'imagine. beaucoup, beaucoup qui se fait dans la démonstration. Il y a beaucoup qui se fait aussi à écouter le client. C'est l'autre chose aussi, c'est qu'à la fin, justement, tu vas déjeuner, tu apprends à connaître la personne, puis tout, puis là, pouf, tout d'un coup, il dit le plus gros problème qu'il y a en ce moment dans l'entreprise, puis que, tu sais, il y a ça aussi, c'est pour bien comprendre ton marché. Oui, il y a 2, 3 rapports de l'industrie que tu peux lire, mais d'aller dans ces Ouais. endroits-là, d'être dans un cocktail de networking où est-ce qu'il y a 2 CEO qui se parlent, hey, en ce moment, là, le taux d'intérêt, il y a eu tel impact sur leur CAPEX, il y a eu telle chose, puis là, t'es comme, ah, c'est pour ça que dans le CAPEX, en ce moment, tu sais, fait que je dirais, est-ce que tout a besoin d'être face à face? Probablement pas, mais il y a quand même énormément de valeur quand certaines de ces choses-là sont faites face à face. Puis ça fonctionne pour vous. Fait Ça que fonctionne très au bien pour eux. final, si ça fonctionne pour vous, c'est le plus important, là. Absolument. Parle-moi peut-être un petit peu de la suite. Donc, vous atteignez 7,5 millions de chiffre d'affaires après 7 ans. Vous avez 2, 3 lignes d'affaires qui sont excessivement importantes dans votre organisation. Et souvent, on parle dans une entreprise d'un certain flywheel qui se met en place. Donc, une ligne d'affaires est capable d'accélérer une autre ligne d'affaires. Et bon, ultimement, tout est capable d'aller dans la bonne direction. De votre côté, où sentez-vous que vous allez avoir le meilleur retour sur votre temps, le meilleur retour sur votre dollar investi parmi ces 3 lignes d'affaires-là? Qu'est-ce qui va faire accélérer vraiment l'entreprise? Je sais pas si j'ai la réponse, Hum, parce que même si on a une ligne d'affaires, mettons, qui va moins bien ou, tu sais, que la croissance, elle est moins forte en ce moment, c'est pas dit que dans un horizon de 3, 4 ans, c'est pas la ligne d'affaires qui va avoir la plus forte croissance, de par le fait que, il y a de plus en plus de personnes âgées. Puis, tu sais, ça, ouais. c'est comme important pour moi aussi de le mentionner un peu, là. En termes de démographie, nous, on regarde beaucoup les 85 ans et plus. Parce que oui, le vieillissement, il considère que c'est 65 ans et plus, mais à 65 ans, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de troubles neurocognitifs. Les troubles neurocognitifs s'accélèrent à 80 puis à 85 ans. Euh, le premier baby boomer va avoir 85 ans en 2031, puis le dernier Hum, baby boomer va avoir 85 ans en 2050. Puis dans cette trajectoire-là de 25 ans, entre maintenant et, admettons, 2050, ben, il y a beaucoup de tendances qui vont peut-être changer. Est-ce que les gens vont rester plus à domicile? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt de vieillir à domicile? Il va y avoir peut-être plus de résidences privées pour aînés parce qu'il y a un plus grand chiffre de personnes âgées. Fait que je dirais que c'est difficile pour moi de dire en ce moment. C'est sûr que pour nous, ben, le marché à domicile est intéressant aussi parce que oui, il y a des gens qui veulent vieillir à domicile. Puis, on trouvait pas qu'il y avait énormément de solutions au début de la maladie. Il y a des très, très bons produits qui existent pour les phases plus avancées, mais peut-être un peu moins pour les phases au début de la maladie quand les gens sont encore à domicile. Fait que c'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire laquelle. Puis, dans chacune de nos lignes d'affaires, il y a des potentiels à l'international qui sont différents. Il y a des géographies dans lesquelles le e-com existe déjà, mais il n'y a pas un très fort distributeur B2B. Il y a des géographies dans lesquelles, tu sais, fait que je ne sais pas encore c'est quelle ligne d'affaires qui hum. grandirait le plus. Qu'est-ce que je sais, c'est qu'en ce moment, c'est sûr qu'on met beaucoup de ressources dans la ligne d'affaires B2B, puisque rentrer aux États-Unis, ça s'est pas fait à nul coût. Là. Tu sais, il y a un coût de rentrer aux Ben, bien États-Unis. sûr. Fait qu'il y a beaucoup de notre énergie qui a été mise là. Et là, dans le développement de nos produits, c'est probablement les deux où est-ce qu'on met le plus de nos énergies en ce moment. Très fascinant tout ça, Valérie. Félicitations. Très, très belle organisation que tu diriges avec tes associés. Euh, bon, toi, personnellement, j'aime toujours en savoir un petit peu plus sur l'invité, sur l'entrepreneur. Il y a des lectures, il y a des podcasts que tu écoutes qui te donnent Tu fais beaucoup de temps de voyagement, donc peut-être que tu as des lectures et des podcasts que tu écoutes. Je suis toujours curieux de le savoir pour qu'on puisse les suggérer à nos auditeurs. Oui. Ben, lecture, fait une chose, c'est que chaque fois que je commence des livres
d'affaires ou des livres un peu plus non-fiction, là, je les finis jamais. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que je commence un livre de même, c'est super intéressant. Je me rends à la moitié du livre, je sens que ça m'a donné déjà ben trop d'idées, là. Souvent, Ouais. comme je l'arrête à ce moment-là, genre, admettons, je sais que tout le monde a lu Good to Great, là. Ben, genre, j'ai lu 3 chapitres, j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a donné 14 idées. Puis, au lieu de comme le finir, ben, j'ai fait un peu sur ces 14 idées-là, puis j'ai jamais fini ce livre-là, mais je l'ai trouvé super intéressant. Fait qu'il y a un autre qui serait dans cette lignée-là, c'est il y a McKinsey qui a fait un livre qui s'appelle CEO Excellence. Puis, encore une fois, je l'ai pas fini, mais il y a eu des learnings dans ce livre-là au niveau de comment ton rôle comme CEO, c'est de prendre des ressources puis de redistribuer des ressources dans l'entreprise de manière continue, de vendre des lignes d'affaires, de racheter des lignes d'affaires. Tu sais, fait que s'il y a des gens qui sont intéressés dans justement vraiment comme bâtir, puis là, tu sais, je parle pas d'une entreprise que tu veux nécessairement revendre dans 5 ans, puis que tu vas avoir justement une ligne d'affaires. Tu sais, s'il y en a qui sont intéressés à bâtir sur 25 ans là, à travers géographie, ligne d'affaires, segment, j'ai trouvé que CEO Excellence pour vraiment comme éclairer sur le rôle au jour le jour, mais le rôle sur un horizon de 10 ans du CEO. J'ai trouvé ça fascinant comme livre. Podcast, mais j'écoute quand même le podcast All In, qui est un podcast américain là, de Mon Silicon podcast Valley. préféré. Bon, fait que oui, je l'écoute chaque semaine. À la fin de la journée, c'est important pour moi de bien comprendre ce qui se passe dans le marché américain. Je trouve qu'il y a toujours des bons conseils aussi sur la partie affaires, start-up, qu'est-ce qui se passe, valuation, etc. et la partie politique. Qui est ton bestie préféré? Ah, je sais pas. Je sais pas. Des fois, comme femme, je suis comme, wow, I'm in a locker room right now. Fait que genre, c'est pas le podcast qui est des fois comme que. Mais je dirais que mon bestie préféré, moi, je suis pas certaine. En fait, c'est qu'il y en a, parce que là, il y en a 2 qui sont entrepreneurs en ce moment, là, puis qui rebâtissent leur entreprise. Puis il y en a 2 qui sont du côté plus investisseurs. Je trouve que cette balance-là, elle est particulièrement intéressante. Quand j'entends leur façon de réfléchir sur qu'est-ce que le AI peut aller faire, là, je ressors d'une conférence parce que les conversations sur le AI étaient fascinantes là, sur comment prendre sa santé en main avec du AI. Là. Je pourrais parler bien longtemps, là, mais il y a des choses qu'on va pouvoir faire là, que genre, si le système de santé répond pas à nos besoins, là, je peux-tu rapidement donner un exemple sur ça? Si tu me permets? J'espère, bien sûr. Ben, ma fille a un diagnostic récent de la maladie cœliaque, qui est comme une maladie auto-immune avec le gluten. Puis le système de santé québécois étant ce qu'il est en ce moment, il y a quand même des délais. Il y a eu des délais au diagnostic. On a un super bon médecin. On a des bons professionnels de la santé, mais c'est l'accès aux soins qui est difficile. C'est le rendez-vous qui est cancellé puis qui est reporté d'un mois plus tard ou 2 mois plus tard. Fait que là, j'ai été dans ChatGPT puis j'ai dit, OK, allô ChatGPT, qu'est-ce que tu ferais avec une patiente qui a tel âge, qui a eu tel résultat, puis ce serait quoi qu'est-ce qu'il faudrait faire comme suivi? Puis je l'ai validé avec une amie à moi, tu sais. Puis genre, ben, il faut l'apaiser chaque 3 mois, il faut faire telle affaire chaque 6 mois. Si elle l'eau en fer pour un régime plus fort en fer, fait que j'étais comme parfait, fais-moi un menu qui est plus fort en fer, mais qui n'a pas de gluten. Puis voici son poids, 3 mois plus tard, puis il y a une mémoire ChatGPT, fait puis là, c'est dans la conférence que je viens d'aller que monsieur, lui, a un problème cardiaque, puis il expliquait comment il avait bâti son propre GPT pour son problème cardiaque. Puis il fit toutes les datas de son Apple Watch. Puis il est comme, OK, veux-tu me donner un cédule d'activité que je peux faire la semaine prochaine? Mais là, je me sens moins bien là-dessus. Tu sais, anyways, le potentiel, je pense, de prendre notre santé en main avec ces outils-là, AI vient de passer à un autre niveau complètement. 100%. Puis là, ben, je parlais de All In, mais All In, c'est dans les premiers qui me comme fait réfléchir à... Mais dans le fond, c'est que le AI, c'est la première fois que c'est comme une technologie qui est désinflationniste, je sais pas si c'est le mot qu'on peut utiliser, mais que, tu sais, qui va nous permettre de faire vraiment plus avec moi. Déflationniste, exactement. Puis d'ailleurs, ben, je sais pas s'il y a des gens du milieu public qui nous écoutent, là, mais genre, j'espère que les gouvernements sont en train de se demander ça, là. Tu sais, quand je regarde le manque de main-d'œuvre, le vieillissement de la population, puis là, je les vois, les chiffres, là. Puis je me dis qu'au Québec, on est encore en train de remplir notre rapport d'impôt chaque année avec et comptable, et Revenu Québec, et tout le monde. Je me dis, j'espère que quelqu'un en ce moment est en train de réfléchir à comment ça pourrait être dans d'autres géographies, puis on t'envoie ton rapport déjà prépopulé. Là. Tu as juste besoin de dire oui, non, laisse-moi rajouter quelque chose. T'sais. C'est qu'à la fin, je comprends. Je sais pas que tu dis ça, il y a des gens qui vont être très nerveux, là, mais moi, c'est comme ça que je gagne ma vie. Mais il y a tellement d'endroits qui ont besoin de main-d'œuvre en ce moment, là, que si on est un peu intelligent sur comment on peut repositionner, avec le vieillissement, on n'a comme pas le choix. Puis j'espère que
ces outils-là, AI, là, les entreprises commencent à y réfléchir parce qu'il y a de la productivité là-dedans qui peut être allée chercher. Mais j'espère que notre gouvernement y réfléchisse aussi parce que on a comme pas le choix. J'aime bien mieux qu'il y ait une infirmière de plus qui donne des soins que 3 bureaucrates de plus qui remplissent du papier. Là, ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est ça que j'écoute. Ben écoute, c'est des excellents podcasts et tu sais quoi, tu viens de me convaincre. Je vais aller acheter CEO Excellence. Ça fait longtemps qu'on m'en parle sur le podcast d'aller lire ce livre-là. Et j'aime vraiment l'approche. Tu parlais de vision long terme. J'avais fait un podcast récemment où est-ce que je parlais un petit peu du concept de long-term funder. On dirait que c'est une catégorie souvent qu'on oublie, hein? C'est-à-dire Oui. que il y a ces entreprises-là qu'on médiatise beaucoup, qui sont capables de lever beaucoup d'argent et de faire une sortie en 5 ans, 6 ans, ce qui est exceptionnel. Mais il y a aussi ces entreprises-là qui sont dirigées par le même dirigeant ou la même dirigeante pendant une période de 15, 20, 30 ans et que 15, 20, 30 ans plus tard, tu regardes l'organisation et il y en a quasiment aucune qui peuvent atteindre ce niveau de croissance. On avait le fondateur et président de GEFO récemment qui est venu sur le podcast, Jean Fontaine, entreprise qui a lancé dans les années 80, si ma mémoire est bonne, 62 ans, 63 ans aujourd'hui, dirige encore son organisation, va faire 800 millions de chiffre d'affaires cette année. C'est ça. Tu ne peux pas atteindre ces niveaux-là si tu n'es pas prêt à jouer le jeu pendant très longtemps. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on parlait de ça, toi et moi, ensemble. Tu es là pour longtemps, là. C'est Oui. cette cause, cette entreprise-là, toi, tu n'es pas prêt de partir, là. Mais exactement, quand je disais le dernier baby boomer, 85 ans en 2050. En 2050, j'ai 63 ans. Fait que je suis comme, c'est facile. C'est ça les 25 prochaines années de ma vie. Puis je vais aller encore plus loin. La courbe démographique qu'on a ici, le Mexique a la même courbe, mais dans 30 ans. Fait que le vieillissement accéléré se retrouve dans chaque pays quand il y a une génération souvent de femmes qui vont à l'école, qui a un peu moins d'enfants par famille, tu sais. Fait que ou qu'il y a eu un baby boom éventuellement qui a été qui a été de manière démographique un peu fait par certains événements externes. Fait qu'à la fin, même si je veux avoir une vision encore plus long terme que l'Amérique du Nord, il y a d'autres géographies dans lesquelles, dans 30 ans, il y a un vieillissement accéléré de la population. Et quelle est ta vision sur l'anti-vieillissement? On sait, c'est un thème qu'on n'aurait pas pu accepter scientifiquement parlant il y a peut-être 10 à 15 ans de ça. Maintenant, on dirait qu'il y a davantage une ouverture sur le marché de gens qui sont... c'est difficile d'exprimer ce terme en français, le reverse aging. Donc, littéralement, d'être capable de cesser quasiment de vieillir de manière biologique, de faire en sorte que même si on vieillit, notre corps, lui, rajeunit. Il y a Brian Johnson qui est en train littéralement de livrer son corps à la population pour démontrer que c'est possible de faire. Quelle est ta vision, toi qui es dans ce milieu-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut considérer? Est-ce que c'est quelque chose d'utopique? Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être même devenir monnaie courante pour beaucoup de gens, de vouloir transformer un petit peu notre vieillissement et de même rajeunir si possible? Je sais pas si j'ai une perspective forte parce que c'est pas là-dedans que je concentre beaucoup de mes efforts. Mais ce que je veux dire, c'est le groupe Maurice, son tagline, c'est « To age is to live ». Vieillir, c'est vivre. OK? Puis souvent, mettons, les troubles neurocognitifs, ça peut être très triste. Mais ça m'est arrivé souvent de rentrer dans un CHSLD et de me dire « Hey, mais ils ont tous passé 80 ans. » Ou la majorité d'entre eux là, que je vois, ils ont passé 80 ans. Hey, c'est un privilège de passer 80 ans. Là. C'est pas tout le monde qui vit jusqu'à 80 ans. Là. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, qui a des années dans la soixantaine, dans les années quand ils ont 70 ans, qui sont capables d'être là. Moi, à mon mariage, j'avais 3 grands-parents sur 4 qui étaient à mon mariage. Fait que c'est un privilège. Là. Fait que d'un côté, je pense que vieillir, c'est vivre. Ou vivre, c'est vieillir. En fait, un des deux. Là, Bien ou sûr. dans les deux. Par contre, je pense que la science est vraiment en train d'accélérer. Puis je pense que la façon qu'on a vieilli, c'est pas ça qui est le futur. Je pense que ça c'est la chose. Fait que ça soit reverse aging, que ça soit les exosquelettes. Hey, comment c'est en train d'accélérer les exosquelettes, là, c'est vraiment cool, là. Tu sais, un jour, tu te lèves le matin, là, tu mets ton exosquelette, là, puis là, tu peux marcher plus loin, plus longtemps. Si tu tombes, t'as pas une fracture de la hanche. C'est comme ça rajoute des années de vie, là. C'est sûr que là, on passe de 84 ans d'âge moyen à 90 ans, là, juste par ces interventions-là. Fait que je pense sincèrement qu'on va vivre plus vieux. Ce que, dans mon domaine, on parle beaucoup, c'est de vivre plus vieux en bonne santé. C'est de dire, même si tu rajoutes 5 ans, si c'est 5 ans de mauvaise qualité de vie, c'est pas ça qu'on aime. Fait que, en anglais, ils disent adding days to the life or adding lives to the day.
Mhm. Est-ce que tu veux rajouter peut-être 2 ans de moins, mais avec beaucoup plus de purpose, avec beaucoup plus de qualité de vie, avec tout ça? Mais pour revenir à ce que tu as dit, je pense que la science avance beaucoup plus vite que les médias ou que c'est couvert en ce moment. Euh, Puis je veux dire, la vie, c'est beau aussi, là. Genre, j'aimerais ça être au Ben mariage oui. de mon arrière-petite-fille, puis d'être là, puis si en plus je peux continuer de contribuer, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas comme une opinion. Moi, je suis pas en train de faire ça. La chose que je vais dire que je suis en train de faire, par exemple, c'est tout ce qui est préventif en médecine. Fait que je vais donner un Hmm. exemple. J'étais dans une conférence il y a 3 semaines, puis un médecin il a dit il y a 6 ans, puis là, c'est pas un conseil médical, puis tous les médecins seraient peut-être pas d'accord. Ce médecin-là sur la scène a dit il y a 6 ans, j'aurais pas pu vous dire ça. Mais présentement, il y a un gène de prédisposition à la maladie d'Alzheimer, que si tu as ce gène-là, il y a des actions que tu peux peut-être faire dans ta périménopause puis dans ta ménopause pour réduire de 30% tes chances d'avoir la maladie. Oh, OK? wow. Bon, ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Si tu sais que tu as un gène de prédisposition à un problème visuel, à un problème de mobilité, à un problème cognitif, puis que les études montrent que ben, le trouble cognitif, là, si tu dors plus, tu manges bien, tu fais du sport, tu réduis tes chances de trouble cognitif. Mais moi, j'ai envie de savoir si j'ai le gène de prédisposition. Si on me dit, hey, t'as le gène, ben, je me forcerai à dormir un peu plus le soir. Puis je sais qu'il faut que je dorme plus de toute façon. Je sais qu'il faut que je mange bien de toute façon. Mais de savoir que j'ai une prédisposition pour quelque chose, je ferai sûrement des actions différentes. Fait que je suis pas dans Hmm. le reverse aging de genre prendre plein de médicaments. Mais genre, au Ouais. niveau de comme la prévention, de peut-être des choses dans lesquelles j'ai une plus grande chance d'avoir ça, ça, je trouve qu'il y a énormément de valeur là-dedans, puis je le fais pour moi-même. Puis c'est des petites choses au quotidien, c'est-à-dire il peut y avoir beaucoup plus de travail qui est fait, puis on peut pousser la réflexion plus loin, changer totalement notre mode de vie. Mais il y a des petites choses au quotidien qu'on peut faire qui peuvent avoir toute la différence. Mm. Tu l'as mentionné, bien dormir, faire de l'exercice, bien manger. C'est des choses que tout le monde sait, mais des fois, peu de gens font. Ouais. Et ben écoute, hein, c'est comme le dicton dit, mieux vaut prévenir que guérir. Puis en trouble neurocognitif, là, ils disent souvent traquer votre sommeil. Puis là, quand tu commences à traquer ton sommeil, là, tu te rends compte que ton verre de vin, là, ton sommeil n'est Ouais, jamais aussi profond. Là. Puis jamais. le chocolat que tu as mangé, là, full sucre, juste avant d'aller te coucher, là, puis là, c'est intéressant de voir, hey, je fais ça, il y a l'impact tant sur mon sommeil. Tu sais, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans. Puis là, si on emmène le AI là-dedans, là, je veux dire, il va y avoir des connected wearables qui vont nous donner un insight extraordinaire sur qui on est comme personne, sur qu'est-ce qu'on peut influencer dans notre santé. Puis je veux dire, à la fin, la santé, c'est tout. Là. D'avoir une bonne santé, c'est tellement important. Là. Fait que c'est ça. Fait que peut-être, il y a peut-être des steps qui sont moins intenses que le reverse aging, Ouais. mais qui ont quand même un impact sur notre qualité de vie et sur notre vieillissement. Absolument. Puis ce qui est exceptionnel, c'est qu'en mesurant un petit peu toutes ces choses-là dans notre quotidien, on peut changer notre comportement et on peut voir des impacts assez impressionnants. Je mets au défi n'importe qui nous écoute aujourd'hui à arrêter l'alcool pendant plusieurs mois et voir votre niveau de vie changer. C'est exceptionnel. Après, ça ne veut pas dire de ne jamais prendre un verre d'alcool. C'est correct de le faire, mais c'est impressionnant quand tu changes des habitudes comme ça dans ton quotidien qui, on le sait, sont bonnes. Des fois, sont peut-être un petit peu plus difficiles à faire, Mhm, mais l'impact que ça peut avoir, un meilleur sommeil, mieux manger, manger plus de protéines, c'est des choses qui sont simples, mais qui peuvent mhm, totalement changer ton niveau d'énergie. Et tu vieillis et finalement, tu n'as pas vraiment l'impression d'être plus vieux parce que tu as mhm. simplement changé des choses qui te gardent dans un état Ouais. qui est bon, qui est jeune. Et la vie est plus facile aussi comme ça. Oui, c'est la chance qu'on va avoir de notre génération, là, c'est qu'on, tu sais, ma grand-mère est née, puis probablement que son espérance de vie, c'est jamais 93, puis elle a 93 aujourd'hui, là, elle est née en pensant pas qu'elle allait vivre aussi vieux. Ben non. Euh, Là, nous, on a quand même une chance d'avoir vu le vieillissement, pas parfait, de voir une deuxième vague de vieillissement qui va peut-être être un peu mieux, mais après ça, nous, de pouvoir faire des impacts dès maintenant sur la qualité de vie qu'on va avoir plus tard, c'est quand même une chance que cette population-là, qui est aujourd'hui vieillissante, n'a pas eu, parce qu'elle pensait même pas qu'elle allait se rendre à ces âges-là. Là. Fascinant tout ça. Et bon, ça, on va en apprendre un petit peu plus sur vous, sur vos produits. Meilleur endroit pour vous rejoindre, Valérie. Oui, donc notre site web, c'est egeria.ca en français. Puis on a lancé notre site web américain, egeria.care. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Valérie, merci énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous, de nous donner plus d'informations sur le vieillissement, sur ton entreprise. Très belle organisation d'ailleurs. Félicitations pour votre très belle croissance. On vous souhaite que du bonheur et des bonnes choses pour la suite parce que plus que vous allez grandir, plus que vous allez être capable d'aider la population. Donc, c'est une bonne chose.
Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.